Bonjour, bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech, ce magazine qui décrypte le monde de l'innovation et de la société numérique du lundi au vendredi. Alors aujourd'hui, nous sommes jeudi et le jeudi, on parle de l'actu dans le domaine du mobile. On va revenir sur un anniversaire qui a un goût amer pour certains. C'est l'anniversaire du RGPD, ce règlement européen sur la protection des données. On en parle avec Jérôme Bouteiller dans la séquence Mobile Business. Dans quelques instants, on reviendra aussi sur d'autres actualités, notamment la sortie du nouveau système d'exploitation aux côtés d'Android par Google, un système d'exploitation qu'on attendait depuis quelques années. Et puis le cœur de cette émission sera dédié au futur de l'agriculture. On va voir quels sont les nouveaux modèles économiques qu'apportent l'innovation et les technologies, mais également les nouvelles formes d'exploitation et donc par conséquent d'alimentation. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec les ondes, les mesures des ondes électromagnétiques. On parlera à nouveau du rapport de l'ANSES sur la 5G et la santé avec un décryptage d'experts. Et puis on conclura dans les vestiaires des clubs de football avec l'IA qui s'invite de plus en plus chez eux. Mais tout de suite, donc place au mobile business. Alors, dans cette séquence Mobile Business, je vous l'ai dit, on va parler du RGPD, de Fuchsia, de Snapchat notamment, avec Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes fondateur d'Écran Mobile, spécialiste du marketing mobile. Bonjour Jérôme. Bonjour. On revient d'abord cette semaine sur ce 3e anniversaire de la mise en place du règlement européen sur la protection des données. C'est un règlement général qui, selon vous, aurait raté son objectif ? Oui, alors effectivement, on a célébré ce mardi les 3 ans du RGPD, le Règlement général pour la protection des données, un texte entré en vigueur le 25 mai 2018 et qui faisait lui-même écho aux 40 ans de la loi informatique et liberté de 1978 et qui avait notamment permis la création de la CNIL. Alors on le sait, c'est un texte qui encadre strictement la collecte et l'exploitation des données personnelles. C'est un texte à portée européenne et c'est un texte qui a considérablement durci les sanctions, mais c'est aussi un texte qui a profondément redéfini la notion même de données personnelles et ce qui a considérablement compliqué le travail des professionnels du marketing mobile ces dernières années. Par exemple ? Alors, pendant longtemps, dans le marketing, on opposait les données nominatives, comme un nom, un numéro de téléphone, un email, avec des données non nominatives et qui nécessitaient un retraitement informatique. Mais avec le RGPD, toutes les données électroniques deviennent désormais de facto des données personnelles. Alors, des noms, des numéros de téléphone, évidemment, mais également des données techniques, on va appeler ça des métadonnées, qui vont permettre d'individualiser des internautes ou des mobinautes sur un même réseau. Si on prend par exemple le niveau de votre batterie de votre smartphone, vous auriez tendance à penser que ce n'est pas une donnée personnelle. Et pourtant, il est unique et il va vous permettre au sein d'un même réseau de vous individualiser. Et donc, de facto, ça devient également une donnée personnelle. Et ce texte, il est également très attentif aux données de géolocalisation. Alors oui, la CNIL a même qualifié les données de géolocalisation de données hautement intrusives, alors que je crois que cette notion n'existe pas dans le RGPD. Il faut savoir que lorsque la police mène une enquête, elle a besoin normalement d'au moins 3 points de localisation pour retrouver un individu. Mais la CNIL, elle a considéré que toute donnée de localisation devenait une donnée personnelle et qu'elles étaient évidemment soumises au consentement. Et tant pis si cette donnée de localisation est le code postal d'un arrondissement parisien de 200 000 personnes, qui n'a évidemment rien de personnel et qui ne permettrait à personne, ni même à la police, d'identifier un individu. Bon, il a aussi durci les règles du consentement, ce RGPD. Oui, alors il faut savoir que le RGPD prévoit en réalité 7 cadres de traitement des données personnelles. Alors on peut citer le contrat, l'intérêt public, l'intérêt légitime, l'intérêt vital ou encore l'anonymisation. Mais la CNIL a décidé que le principal cadre de gestion de ces données personnelles serait le consentement. Et ça explique pourquoi, depuis quelques années, on observe une multiplication des CMP, ces Consent Management Platform, pour obtenir donc votre accord pour gérer ces données, rendant du coup la navigation sur le web presque aussi plus pénible même qu'avec la publicité. Et puisqu'il faut des cookies pour mémoriser vos préférences, si vous refusez de répondre, on est obligé de vous resoumettre en permanence ces nouvelles boîtes de consentement, ce qui devient parfois un petit peu absurde. Alors c'est ce qui vous fait dire que pour certains, ce 3e anniversaire du règlement a un goût amer et que la CNIL aurait raté son objectif. Effectivement, quand on y repense au début du RGPD, la CNIL entendait généraliser la notion de privacy by default, mais en fait en fragilisant ce web ouvert, elle a fait le jeu des environnements fermés, des environnements logués, qui étaient ceux des GAFA. Donc on n'a pas eu un privacy by default, on a plutôt eu un login by default.
Autre échec, selon moi, le RGPD entendait rééquilibrer un petit peu la relation entre les startups européennes et les géants américains ou désormais chinois du numérique. Malheureusement, ce texte a provoqué la faillite de pas mal d'acteurs, notamment des startups de la géolocalisation. Elle a fragilisé plutôt nos champions européens. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, c'est une contre-performance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les géants américains ou chinois, c'est 70% des revenus de la publicité digitale et jusqu'à 90% sur le mobile. Donc non, il n'y a pas eu rééquilibrage. Et puis voilà, c'est un texte qui globalement a beaucoup perturbé le secteur. Les gens n'osent pas critiquer la CNIL. Les hommes politiques ont été aux abonnés absents. Et je trouve que pour des gens qui rêvaient que la France devienne une start-up nation, on a plutôt obtenu finalement une DPO nation. Bon, voilà un point de vue très clair, Jérôme. Alors, on va passer aux autres actus du secteur. On a Huawei notamment qui investit dans ses propres technologies. Oui, alors que son ancienne filiale Honor, revendue en novembre dernier, devrait récupérer les services Google qui pourront donc équiper sa prochaine génération de smartphones. Huawei persiste dans une autre stratégie qui va du coup faire le deuil des technologies américaines. Et il devrait dévoiler le 2 juin prochain son propre système d'exploitation, Harmony OS, qui devrait non seulement équiper la nouvelle génération de smartphones Huawei, mais probablement également d'autres smartphones chinois. Donc une volonté d'indépendance dans le logiciel en raison des sanctions votées par la présidence Donald Trump l'année dernière. Et parallèlement à ces développements dans le logiciel, Huawei investit également, on le sait, dans les processeurs, et c'est sa filiale HiSilicon qui jusqu'à présent faisait des processeurs basés sur l'architecture ARM, également sanctionnée par l'administration américaine, qui a dévoilé ces derniers jours un nouveau SoC, System on a Chip, basé sur une architecture RISC-V, qui elle est apparemment open source et qui ne serait pas soumise aux sanctions américaines. Donc on peut anticiper effectivement dans le futur un Huawei 100% souverain avec des logiciels et des processeurs indépendants des technologies américaines. Vous voyez la contrainte, ça peut rendre créatif. Tout à fait. Alors on a aussi Google, ça y est, qui a lancé donc un nouveau système d'exploitation. C'est pas juste une version d'Android là dont on parle, c'est vraiment un OS. Oui, ça fait plusieurs années dont on entend parler. Ça s'appelait Andromeda, ça s'est ensuite appelé Fuchsia. Et effectivement, ils ont très discrètement procédé à une mise à jour sur un produit qui n'est pas très populaire. C'est le Google Nest Hub, un assistant vocal avec écran et qui était jusqu'à présent équipé d'un petit logiciel qui s'appelait CoreOS. Et ils l'ont remplacé sur certains modèles par Fuchsia OS, donc un nouvel OS qui est différent de Chrome OS, qui est différent d'Android parce qu'il n'est pas basé sur le noyau Linux. Il est basé sur un nouveau noyau conçu par les équipes de Google qui s'appelle Zircon et qui est apparemment plus performant, notamment pour les applications en temps réel. Et il est d'ailleurs probable, même si Google pour l'instant n'a rien dit de tel, que Google s'appuie sur Fuchsia pour unifier son écosystème logiciel, qui donc du coup compte désormais 3 OS différents. Et il invite d'ailleurs déjà les développeurs à exploiter Flutter, qui est un langage de développement qui permet de faire des applications pour Android, pour Chrome OS et pour Fuchsia. Ça, ce sera à suivre de près, effectivement. On a Snapchat aussi dans l'actu qui a dévoilé sa nouvelle génération de lunettes de réalité augmentée. Effectivement, Snapchat a profité du Partner Summit pour dévoiler la 4e génération de ses spectacles. Alors on sait que Snap a investi depuis quelques années dans les lunettes connectées avec notamment des petites caméras. Et cette 4e génération, c'est la première à être compatible avec la réalité augmentée puisque le verre est équipé d'un petit système holographique pour voir... Parce que les premières lunettes spectacle aussi permettaient de... Alors c'était surtout des petites caméras pour partager... Oui, c'était surtout des caméras. Oui, on faisait des vidéos sur les réseaux sociaux. Là, cette fois-ci... On va vraiment voir s'afficher des infos. Non seulement deux caméras, elles ont un système du son, mais elles ont un système effectivement dans son champ de vision holographique, comme un HoloLens de Microsoft, mais en plus compact. Et on va pouvoir effectivement expérimenter la réalité augmentée et les lens, les filtres de réalité augmentée de Snapchat. Alors c'est un modèle dont je crois le prix est encore assez élevé. L'autonomie n'est que de 30 minutes, mais il va s'adresser dans un premier temps aux développeurs qui vont du coup pouvoir concevoir des applications de réalité augmentée pour le grand public. Et on espère que ces technologies vont se démocratiser dans les prochaines années. Il y a aussi des rumeurs du côté d'Apple, peut-être dans quelques jours lors de la WWDC, il y aura peut-être aussi également un modèle à destination, dans un premier temps, des développeurs. Donc on verra a priori pas ces spectacles sur la plage cet été. Merci beaucoup Jérôme Bouteiller pour ce point de vue sur le RGPD et également ces actus du mobile que vous partagez avec nous toutes les semaines. À suivre, c'est l'heure de notre talk, on va parler du futur de l'agriculture. On parle donc du futur de l'agriculture dans ce Tech Talk de Smartech. On va voir vers quelle nouvelle agriculture on se dirige, à quoi va ressembler cette nouvelle agriculture avec
Paulin Pasco, président et cofondateur d'Agriconomie. C'est une plateforme en ligne qui aide les agriculteurs à acheter leurs équipements, leurs semences, leurs engrais, enfin tout ce dont ils ont besoin à moindre coût. Et vous êtes également cofondateur de l'incubateur La Ferme Digitale, qui a été créé en 2016 et qui rassemble aujourd'hui plus de 45 startups qui proposent des innovations au service de l'agriculture et de l'alimentation. Avec moi également Gilles Dreyfus, cofondateur et président de la start-up Jungle. C'est un acteur de l'agriculture verticale. On va expliquer ce que c'est. C'est une start-up originaire du Portugal qui s'est lancée sur le marché français en janvier 2020. Et en ce moment, là en France, il y a en cours la construction de la plus grande ferme verticale de notre territoire. Alors, Paulin Pasco, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous étiez également petit-fils d'agriculteur. Donc, vous connaissez bien ce métier. Est-ce qu'il vous semble que le numérique résout en premier, tout d'abord, une problématique économique ? Évidemment, mais pas que le numérique. Les innovations au sens large dans le secteur agricole et toutes les nouvelles technologies qui y sont affiliées permettent à l'agriculture et aux agriculteurs d'avoir une performance économique meilleure, mais également d'avoir une performance environnementale accrue, parce que l'objectif de toutes ces innovations, c'est d'aider l'agriculteur, la diversité des agricultures, mais évidemment les challenges environnementaux. Et en quoi, ou alors quels outils précisément peuvent permettre de travailler la rentabilité d'une exploitation agricole ? Alors vous avez une multitude de nouvelles technologies qui peuvent nous aider. Vous avez la robotique qui accélère très fortement. Vous avez les objets connectés, les capteurs. J'ai envie de vous dire, d'abord, la robotique, c'est pas nouveau. Les engins sont sur les exploitations depuis longtemps. Pas nouveau, mais aujourd'hui, vous allez avoir des robots qui seront autonomes et qui seront en capacité de faire des tâches qui étaient très pénibles pour l'agriculteur, et aussi avoir une meilleure précision sur l'utilisation des intrants, des pesticides, etc. Donc pour avoir un impact environnemental meilleur sur l'exploitation. Qu'est-ce que vous appelez les intrants ? Les intrants, c'est tout ce que vous allez appliquer sur votre sol. D'accord. Voilà, ça peut être des engrais, ça peut être de la protection des plantes, donc des pesticides. Donc tout ce que vous allez mettre sur votre exploitation. Donc des machines ? Vous avez des machines, par exemple, des robots qui vont aider à désherber manuellement vos rangs, ou qui vont réussir... Et quand vous dites qu'elles sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles travaillent aussi à partir de la data ? Elles travaillent à partir de la data, évidemment. Aujourd'hui, pour essayer d'améliorer tout ce qu'on fait dans le secteur agricole, il faut qu'on puisse prédire beaucoup plus. Et pour prédire beaucoup plus, on a besoin de beaucoup plus de data pour aider nos technologies, mais aussi l'agriculteur à prendre de meilleures décisions au quotidien. Gilles Dreyfus, vous, la révolution de l'agriculture, vous la voyez plutôt verticale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette agriculture verticale ? Alors nous, Jungle est spécialisé, donc on construit et on opère des fermes verticales en environnement contrôlé. Donc la verticalité, elle provient du fait que, comme on est intégré au bâti, et on est dans les villes ou près des villes, le mètre carré est cher, et pour l'optimiser, on fait pousser sur plusieurs niveaux. Il faut s'imaginer à la fin du parcours chez Ikea, ou dans un centre de logistique Amazon, et à la place des colis ou des meubles, il y a des plantes. Et l'environnement contrôlé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on introduit tous les paramètres naturels extérieurs à l'intérieur, avec 3 recettes de culture principales, les recettes nutritives, donc un mélange d'eau et de nutriments. La photosynthèse, donc on reproduit la lumière du soleil à travers un spectre et une intensité qui correspond à chacune des variétés de plantes qu'on fait pousser. Et le climat, donc qui comprend humidité relative, concentration de CO2, simulation du vent et circulation de l'air. Alors tout ça, ça prend quand même un peu de place. C'est-à-dire c'est pas juste des étagères les unes au-dessus des autres. Alors, notre ferme de Château-Thierry, qui est notre plus grande ferme, qui est une des plus grandes fermes verticales d'Europe, on a 3800 mètres carrés au sol, il y a 12 mètres sous hauteur de plafond, ce qui va donner une surface nette de culture un petit peu supérieure à 6000 mètres carrés. Et c'est en intérieur ? Absolument, complètement. Toujours ? Toujours. Intégré au bâti. D'accord. Et on peut aller jusqu'à quelle taille d'exploitation ? Est-ce qu'on peut avoir l'équivalent d'une exploitation traditionnelle ? En fait, le fait qu'on stack des niveaux les uns au-dessus des autres fait que sur un espace beaucoup plus petit, on a une rentabilité au mètre carré qui est beaucoup plus importante qu'un plein champ ou qu'une... Mais ça va rester quand même des petites exploitations. Écoutez, ça va dépendre de où vous vous trouvez, de ce que vous vendez, de ce que vous produisez, à quel prix vous le vendez, quel va être le prix du mètre carré, de l'énergie, parce qu'on utilise de l'électricité, de la main-d'œuvre, donc dans quel pays vous êtes, et ça va être une équation savante entre tous ces éléments. Et en fait, par rapport à ce que vous vendez, ce que vous produisez, et la durée du cycle des plantes que vous produisez, vous allez déterminer quelle taille de ferme il va falloir construire. Donc il n'y a pas une solution particulière et une réponse à votre question.
Paulin Pasco, quand on dit qu'on va donc davantage utiliser la data dans les exploitations, est-ce que ça change le profil des agriculteurs ? Totalement. On a un enjeu très fort sur la formation des agriculteurs actuels et sur la formation de la nouvelle génération qui va prendre les rênes de Ce qu'on va voir arriver, non mais je caricature parce que mais des data scientists par exemple aux côtés des agriculteurs. Vous savez, les agriculteurs sont déjà extrêmement connectés depuis des années. C'est une des catégories socio-professionnelles les plus connectées en France et ils utilisent la data depuis des décennies. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui, en plus d'être très compliqué, utilise beaucoup de facteurs externes. Et donc l'agriculteur était le premier utilisateur du Minitel pour avoir des datas sur la météo et était un des premiers utilisateurs des objets connectés pour savoir ce qui se passait dans ses champs, a utilisé les données satellitaires très vite, les drones, et tout ça pour récolter de la data. Pourtant, moi j'ai entendu qu'il y avait quand même certains freins justement à l'utilisation de drones, que ça modifiait tellement profondément le métier de l'agriculteur que c'était pas si évident à imposer. Alors c'est pas bon, si on parle du drone, le drone il permet à un agriculteur de couvrir un territoire très large. Oui. Donc quand vous avez une petite parcelle, une petite exploitation, vous pouvez très vite aller vous balader, vous rendre compte de ce qui se passe dans vos champs. Quand vous avez un territoire, que vous êtes un groupement d'agriculteurs, vous avez 2 technologies qui vous permettent de bien comprendre ce qui se passe. C'est le satellite, mais le satellite, quand il y a un peu de nuages, c'est compliqué. Et puis, il n'y a pas de la donnée constante tout le temps. Il faut quelques jours, le temps qui repasse au-dessus de votre exploitation, jours ou semaines. Et vous avez la technologie du drone, qui permet en une journée de couvrir un territoire très large, d'aller récolter de l'information sur vos cultures pour savoir comment gérer les doses que vous allez administrer dans vos champs, ou de comprendre le développement de votre culture. Donc ça, encore une fois, vous dites qu'il n'y a pas de frein aujourd'hui. Il y a des freins à tout. Vous savez, il y a des freins à tout. Il y a des freins psychologiques, il y a des freins de formation, il y a des freins de financement et d'acceptation. Mais aujourd'hui, l'agriculture a besoin de se recentrer sur 3 choses. 1, pour moi, son agronomie et retrouver un peu de bon sens parfois. 2, les nouvelles technologies qui vont apporter beaucoup de choses, qui vont permettre d'améliorer les différentes performances de nos agricultures. Et 3, les nouveaux modèles. Donc on en parle avec Jungle ici, avec les circuits courts, avec des agriculteurs qui changent de métier et qui trouvent de nouveaux modèles. Donc c'est pour moi, c'est ces 3 sujets-là qui sont le futur de l'agriculture. Et à ça, on doit adosser comment est-ce qu'on s'assure la durabilité du métier d'agriculteur et de la diversité des agricultures, en France notamment. Je reviens sur la ferme verticale. Vous vous êtes lancé en France. Moi, j'ai vu ça avec Monoprix, Intermarché. Qu'est-ce que vous faites avec eux ? Alors, donc on distribue des légumes majoritairement avec eux, donc des légumes feuilles, des salades, donc de la laitue, feuilles de chêne, du cresson, de la roquette, de la mâche, beaucoup d'herbes aromatiques, donc basilic vert, basilic citron, basilic thaï, et des classiques comme coriandre, ciboulette, persil. Et aussi des jeunes pousses. Donc des jeunes pousses, c'est entre 6 et 10 jours de croissance. C'est quand le cotylédon, les 2 premières petites feuilles sortent de la tige. Et c'est le moment où la plante va avoir une charge nutritive et un goût qui est le plus intense. C'est ce qui provient de la force de la sortie de la graine. Et donc là, on distribue du shiso, qui est une herbe japonaise, qui est délicieuse, qui a un petit goût amandé. De la moutarde, du shiso, de la moutarde, pardon, du radis. Du radis, exactement. Pardon, je m'étouffe. Voilà. Est-ce que quand le consommateur arrive dans son Monoprix ou son Intermarché, il fait la différence ? Est-ce qu'il y a une étiquette qui dit que ces produits viennent d'une ferme verticale ? Qu'est-ce que ça change, je veux dire, concrètement ? Non, concrètement, nous, on ne parle pas de la méthode de production ni de la technologie. On met en avant des éléments extrêmement simples, les vertus de la méthode de culture. Donc il y a la localité, évidemment. Il y a le fait qu'en environnement contrôlé... Ça veut dire qu'on est dans un circuit plus court ? Absolument. Donc là, notre ferme est à 80 km de Paris. Et on approvisionne, l'objectif c'est de développer l'ensemble du réseau avec Monoprix. Le fait qu'on soit en environnement contrôlé, on n'a pas besoin de se protéger contre des attaques extérieures d'animaux, de pucerons ou d'insectes. Et donc on a 0,0% recours à des pesticides, des herbicides et des fongicides. Donc, la marque Jungle... En intérieur, on peut avoir des pucerons, il peut quand même y avoir des insectes. Il y a des moyens de prévention quand même qui permettent d'être moins exposés qu'à l'extérieur. Les aléas climatiques qui sont... Absolument.
Pas présent du tout. Donc, Donc c'est plus bio que bio. C'est ça que vous dites en fait, quand on est en ferme intérieure. Alors, le bio, c'est autre chose. Nous, on est une nouvelle catégorie et on a une approche qui est très différente. Le bio a des gens qui font des choses absolument formidables, d'autres un peu moins. Nous, on est une offre complémentaire par rapport à ce Et alors comment vous définissez si c'est pas bio? c'est de l'agriculture verticale, environnement contrôlé, donc de la localité, Ok. sans pesticides. D'accord. On fait pousser des plantes vivantes. Donc, en fait, on germine nos graines dans un substrat. On les fait passer dans le système en tant que tel et on les vend comme ça. Donc, elles sont dans leur environnement naturel, ce qui veut dire que leur charge gustative et nutritive dure plus longtemps et surtout, le client peut conserver ça beaucoup plus longtemps. Donc ça transforme, c'est ce que je disais, cette nouvelle agriculture transforme aussi l'alimentation. Ça va changer dans nos assiettes. Et ça vient souvent de là. C'est-à-dire qu'on va avoir une transition agricole qui vient souvent d'un besoin politique ou du consommateur. Et ce qui est fort, si on reprend l'histoire de l'agriculture, l'agriculture a toujours su s'adapter aux transitions qu'on lui a demandées. Et aujourd'hui, il y a une transition très forte avec beaucoup de nouvelles technologies et de nouveaux modèles qui apparaissent, mais il ne faut pas opposer les agricultures. Alors, je parlais d'agriconomie comme d'une plateforme où on peut acheter en tant qu'agriculteur tout ce dont on a besoin. Donc, on pense à un site de e-commerce, finalement, ça revient un petit peu à ça. Mais je sais que vous proposez aussi d'autres outils d'aide à la décision. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme exemple de briques technologiques qui peuvent aider au quotidien l'agriculteur et changer un peu son métier? Agriconomie, c'est une plateforme qu'on a créée lancée en 2015, ouais. Avec un objectif simple, c'est d'aider l'agriculteur à être plus performant économiquement et prendre de meilleures décisions pour le pilotage de son exploitation. On s'est rendu compte que le premier sujet, c'était la transparence. Comment permettre aux agriculteurs d'avoir accès au prix, dans un premier temps, et d'être en capacité de commander n'importe quel produit et d'être livré rapidement chez eux. Pourquoi les agriculteurs vont chez Agriconomie? Parce qu'on leur permet d'économiser de l'argent, mais surtout du temps, qui est crucial dans le métier agricole, parce qu'ils travaillent 80-90 heures par semaine. Donc, si on arrive à leur faire économiser donc c'est une marketplace type c'est une marketplace avec Amazon pour l'agriculture. Mais on essaye également d'accompagner les agriculteurs avec des services qu'on leur propose, de financement, d'outils d'aide à la décision sur les produits qu'ils doivent acheter, qui sont les plus adaptés à leurs besoins. Donc tout ça, ça fait partie de l'environnement agroéconomie. On ne veut pas être qu'un vendeur de produits, on veut être un vendeur de solutions pour les agriculteurs. Vous avez travaillé dans d'autres secteurs avant d'embrasser le secteur de l'agriculture. Est-ce qu'il y a une grande différence, quand on parle souvent de la transformation numérique de tel et tel métier, est-ce qu'il y a une particularité, une spécificité sur l'agriculture? Oui, et la première, je pense, c'est une fracture qui était très forte entre l'urbain et le producteur-agriculteur. Et un autre enjeu qu'on a besoin de développer pour le futur de l'agriculture, c'est une meilleure communication sur l'agriculture. Donner beaucoup plus la parole aux agriculteurs, faire comprendre aux consommateurs ce que c'est que le métier d'agriculteur, comment est-ce qu'il produit ce qu'on consomme au quotidien, et de retourner à des choses simples. Aujourd'hui, l'agriculture est nécessaire pour tous les challenges qu'on a en face de nous. Comment est-ce qu'on va nourrir l'ensemble de la population, comment est-ce qu'on va gérer les enjeux énergétiques, comment est-ce qu'on va traiter tous les sujets climatiques et environnementaux. Donc il faut se reposer les bonnes questions et on l'a pu le voir pendant cette crise du Covid. Les agriculteurs et les agricultrices ont été là pour nous. Donc voilà, il faut se recentrer et je pense recréer du lien également entre le consommateur et le producteur. Donc cette fracture peut peut-être être réparée par ces nouveaux outils selon vous? Par l'envie et le sens. Et on a aujourd'hui toute une génération qui se repose les bonnes questions. Alors justement, de quel œil regardent les agriculteurs ces fermes verticales? Alors, évidemment, certains agriculteurs ne comprennent pas et ne savent pas ce qu'on fait, mais il y en a beaucoup qui font la même chose que nous, finalement, dans des serres, et qui existent depuis des dizaines d'années. On est assez proche d'une maison qui s'appelle Savéole, qui produit des fraises et des tomates assez exceptionnelles. Et c'est des gens qui sont en environnement contrôlé, qui font de l'hydroponie. Et ils font ça depuis des dizaines d'années. C'est des sociétés. Ils le font à l'horizontale, eux. Ils le font à l'horizontale dans des serres, mais ils ont des fermes à insectes, ils n'utilisent pas de pesticides. Ils ont les mêmes problématiques que nous. Et jusqu'à un certain point,
ils sont critiqués par des agriculteurs qui ne connaissent pas forcément nos méthodes de culture de la même manière que nous. Donc en fait, c'est des gens qui sont établis depuis des dizaines d'années, qui répondent à des problématiques puisqu'ils produisent des fraises et des tomates toute l'année ronde avec une grande qualité gustative et nutritive et sans pesticides. Donc exactement ce que fait Jungle, mais dans un environnement qui est différent. Et c'est assez formidable de savoir qu'en Bretagne, qui est quand même un microclimat et a priori qui ne serait pas un climat idéal pour de l'agriculture, et en fait qui est un endroit absolument formidable pour ça. Donc ça dépend du type d'agriculture. Je pense qu'il faut que, comme disait Paulin, qu'il y ait un respect de toutes les agricultures, que ça soit beaucoup plus inclusif, et surtout que les agriculteurs qui peuvent émettre des critiques là-dessus viennent voir. Nous, on est dans les Hauts-de-France. On a le président de la région qui est venu nous voir avec des agriculteurs. On leur a montré. Et c'est vrai qu'une fois que vous voyez nos systèmes de culture et que vous goûtez nos produits, il y a quelque chose qui se passe et il y a un changement de posture et de vision de ce qu'on fait. C'est vrai que Est-ce que ce sont des agriculteurs qui travaillent dans vos fermes verticales ? Ben absolument. Tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a ingénieuré et tout ce qu'on fait pousser vient de la nature. Nous, quand je vous expliquais, on reproduit les éléments naturels extérieurs à l'intérieur. Évidemment, la technologie et le mode de production est un outil. Mais dans le fond, on fait de l'agronomie. La majorité des gens qui travaillent chez nous, c'est des ingénieurs agronomes et des opérateurs de ferme. Donc, c'est des gens qui travaillent dans des serres. Notre chef de culture est un Suédois qui a 40 ans d'expérience dans la tomate. C'est un agriculteur et c'est un ingénieur agronome. Et donc, évidemment, on utilise des machines et des outils, mais pour faire marcher ces machines et ces outils, il faut une intelligence humaine. Il faut savoir observer les plantes, il faut savoir observer la manière dont elles croissent, dont elles se développent, savoir identifier des problèmes, savoir les traiter. Donc c'est les mêmes profils aujourd'hui. C'est exactement les mêmes profils pour travailler dans vos fermes verticales. Il a fallu des moments d'adaptation. C'est une nouvelle méthode de production, donc on a créé des nouveaux emplois. Mais les réflexes face à la vie végétale sont les mêmes. Par exemple, en termes de nouveaux emplois ? Des ingénieurs. Alors, une ferme verticale, comme je vous l'ai expliqué, c'est de l'environnement contrôlé. Donc, on a des ingénieurs agronomes, on a des ingénieurs civils, puisqu'il faut faire tirer les flux, donc l'air et l'eau, et raccorder ça au réseau. Et des ingénieurs software, parce qu'évidemment, il y a des logiciels qui font tourner la machine. Nous, on n'allume pas des LED comme ça et on met de la lumière 24 heures sur 24. On respecte le cycle du soleil. Donc, le soleil se lève à 6h, 7h du matin jusqu'au moment où il arrive au zénith. Et il va baisser jusqu'à se coucher. Et donc, on a des cycles de 16 heures de lumière, de 8 heures de nuit. Et par rapport à ce cycle-là, on va adapter la température, l'humidité et surtout l'humidité relative. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, une plante, quand elle réalise sa photosynthèse, elle transpire. Et donc, il faut lui laisser la place de transpirer, sinon elle ne va pas pouvoir s'exprimer de la bonne manière. Donc, on essaye, dans l'environnement contrôlé, de reproduire les régulations que font la nature, de la manière la plus précise et la plus rigoureuse possible. Bon, alors là, on reste quand même sur les plantes, les végétaux, les fruits, les légumes. Une ferme, c'est aussi des animaux. L'incubateur que vous avez lancé s'appelle la ferme digitale. Est-ce que c'est une projection de la ferme du futur ? À quoi ça pourrait ressembler ? La ferme du futur ? Ouais. Alors déjà, la ferme digitale, c'est une association qui fédère toutes les startups de l'agri et de l'agrotech. Donc, qui travaillent sur la transformation. Qui travaillent sur la transformation que vit l'agriculture. Donc on a une multitude de startups et de grands groupes qui travaillent pour construire la ferme de demain. Mais la ferme de demain, c'est une ferme qui est, comme je le disais au déparrage, plus performante économiquement, plus respectueuse de l'environnement, qui se focalise plus sur le bien-être animal, mais également le bien-être des exploitants et des exploitantes agricoles, c'est très important. Et qui va... Et leurs revenus ? Et leurs revenus. Évidemment, quand je parle de performance économique d'une exploitation, je parle en premier lieu du salaire que vont pouvoir percevoir les agriculteurs et les agricultrices qui travaillent au quotidien pour nous permettre de bouffer. Bon, merci à tous les deux. Ça nous a donné un premier aperçu de cette agriculture qui est en train de changer, mais la transformation ne fait que commencer. Merci à Paulin Pascaud, président cofondateur d'Agriconomie, et à Gilles Dreyfus, président cofondateur de la start-up Jungle. Juste après la pause, on s'intéresse encore à notre santé. On va parler des ondes 5G et du rapport de l'ANSES.
Et vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech. Nous sommes de retour pour notre rendez-vous sur la santé et les ondes avec Stéphane Panetra, cofondateur et PDG d'Artfy. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez partager votre analyse, décryptage, vos réactions à la lecture du rapport sur les ondes 5G et la santé qui a été publié par l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'environnement et du travail. Vous êtes d'ailleurs en train vous-même de rédiger une note à ce sujet, puisque l'ANSES, après avoir rendu public son rapport, a demandé aux scientifiques, aux professionnels du secteur, aux associations, d'apporter leurs commentaires. Alors, première question, déjà, quelle est votre analyse générale de ce rapport ? Alors, mon analyse générale de ce rapport, en fait, c'est qu'il est fait mention d'une faible probabilité ou d'un élément peu probable d'un impact supplémentaire des ondes 5G vis-à-vis de la santé en regard de la 4G, la 3G, la 2G, ce qui est mentionné dans le rapport. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par ce terme « peu probable » ? Voilà, peu probable, en fait. Eh bien, quand on lit le rapport, on peut se poser la question de qu'est-ce qui est exactement compris dans cette notion de peu probable. Mon analyse personnelle, c'est qu'il y a un champ ouvert encore à investiguer sur la dimension métrologique. La dimension métrologique de la mesure de l'exposition aux ondes est très très peu abordée dans le rapport. Alors c'est effectivement ce qu'on comprend et l'analyse qu'on en avait faite dans Smart Tech, hein, c'est qu'a priori, il n'y aurait pas de risque nouveau au vu des données disponibles. Donc ça veut dire qu'on n'a pas toutes les données. Aujourd'hui, on n'a pas tout mesuré sur la 5G ? En fait, mesurer, la science qui est associée à ça, c'est la métrologie. Et métrologiquement, il y a très très peu de données. Et il y a des raisons à ça sur lesquelles je vais pouvoir revenir. Eh bien, des données expérimentales relatives à la mesure du DAS en particulier, déjà sur les fréquences actuelles, et en particulier dans un certain nombre de cas spécifiques aux émissions des ondes de la 5G. Alors, je pense notamment à un cas particulier qui est clé dans la technologie 5G, ce sont les émissions multiples fréquentielles. Les émissions multiples fréquentielles... Parce que ça, vous nous l'aviez expliqué, mais on va peut-être le rappeler. Oui. Donc la 5G a cette particularité d'aller chercher en fait différentes fréquences. Alors c'était déjà présent sur quelques technologies 4G, mais c'est particulièrement central dans la technologie 5G. Et à partir du moment où cette nouveauté, cette capacité d'un téléphone mobile à émettre sur plusieurs fréquences est en présence, la question naturelle qui vient pour pouvoir évaluer métrologiquement l'exposition humaine aux ondes, c'est comment aussi on mesure cette dimension-là. Or, les réglementations actuellement en place ne permettent pas de mesurer ces émissions multiples fréquentielles avec le mobile qui émet dans cette configuration-là. C'est-à-dire on n'est pas capable de voir quand le smartphone, quelles sont les émissions quand il passe d'un réseau 4G à un réseau 5G ? La mesure de DAS, telles que les réglementations sont structurées aujourd'hui et les normes auxquelles elles font appel, ne permettent pas de mettre le téléphone dans ce mode d'émission-là et de le mesurer ainsi. Ce qui est quand même grave. Donc, c'est la raison. C'est une absence importante, effectivement. Mais il n'y a personne qui est responsable aujourd'hui de vérifier justement si les mesures qui sont réalisées sont adaptées au vrai cas d'usage ? Alors voilà. Donc, il y a heureusement des travaux qui sont faits pour aller résoudre ce problème-là, mais il y a même une norme qui est publiée désormais qui intègre la solution à ce problème. Il faut maintenant simplement que cette norme soit intégrée dans les réglementations. Sinon, ça passe par quoi, alors ? Ça passe par finalement, en particulier, les régions géographiques mondiales, les pays qui peuvent, par décret, par loi, ou internaliser dans leur législation ces nouvelles normes. Et à la question qui est responsable, il y a cette mention réglementaire. Donc, par exemple, la Commission européenne est en charge de s'assurer de faire appel aux bonnes normes qui couvrent ce genre d'aspect. Et elle se repose aussi sur des experts qui sont, par exemple, dans le domaine de la mesure de DAS, le groupe international IEC, qui a justement publié cette nouvelle norme. Donc on a hâte de la voir intégrée dans les réglementations. Et puis il y a une notion sur le conservatisme. Alors le conservatisme, c'est un mot qui fait un petit peu peur.
C'est quand on doit s'assurer d'une norme un petit peu en impact de la santé, un impact sanitaire, on doit s'assurer que finalement ce que l'on mesure, qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que c'est bien quelque chose qui, entre guillemets, protège? Donc parfois on appelle aussi ça le conservatisme, maximiser un petit peu la grandeur mesurée pour s'assurer qu'à partir du moment où cette grandeur-là, elle est en dessous de certains seuils, eh bien on est OK d'un point de vue protection. Alors c'est ce qu'on a aujourd'hui, on a des seuils. Alors on a des seuils. Sur lesquels on s'est entendu. Qu'est-ce qu'on mesure en regard de ces seuils? Donc c'est le DAS, mais dans quelle configuration le mesurons-nous? Est-ce qu'on le mesure avec un téléphone mobile qui émet à puissance maximale? Est-ce qu'on le mesure avec un téléphone qui est positionné le long de la tête? Dans quelle position? Est-ce qu'on le mesure justement dans une configuration où il émet réellement ce qu'il émet dans la vraie vie ou autre chose? Une configuration qui ne correspond pas à ce qu'il émet dans la vraie vie, une configuration de test, évidemment, ça ce ne serait pas acceptable. Et donc il y a tout un tas de questions comme ça. Et alors ça, aujourd'hui, qui peut répondre à ce conservatisme? Eh bien, ce n'est pas tout à fait clair aujourd'hui. Et le sujet est désormais sur la table. Très bien. Le sujet est désormais sur la table, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'experts qui se disent, attendez, on ne peut pas à la fois demander aux industriels de répondre à certaines exigences dans une situation où réglementairement, les choses peuvent bouger du jour au lendemain. Donc, il faut leur donner une stabilité, une visibilité. Ça se prépare, ça se travaille. Donc, il y a des organes comme l'ICNIRP, par exemple, qui définissent des choses. Il y a les régulateurs locaux qui définissent potentiellement, qui ont un certain degré de responsabilité. Il y a les spécialistes de la mesure qui définissent d'autres choses. Mais il faut que sur le conservatisme et la protection, il y ait une cohérence globale qui soit et internationale. Et internationale. Pour avoir une cohérence. Alors, ces absences et ces imprécisions dans les mesures qui peuvent expliquer des choses comme on comprend que les émissions ne sont pas dangereuses, mais il faut quand même plutôt tenir son téléphone éloigné. Alors, le problème de ne pas avoir traité le cas du conservatisme de manière claire, globale et internationalement, c'est qu'il y a des messages pas clairs. Des messages pas clairs qui disent « c'est pas dangereux, mais par contre, éloignez le téléphone de vous. Hein. » C'est quand même pas très clair comme message. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que mesurons véritablement bien les mobiles, et d'ailleurs, tous les mobiles. Parce que l'idée reçue qui consisterait à penser qu'un modèle de téléphone, que la valeur de DAS qui est indiquée sur l'étiquette est représentative du téléphone que vous avez dans votre poche, est fausse, et la démonstration en est faite avec les nombreux contrôles réalisés par la NFR qui montrent des proportions très significatives de téléphones mobiles au-dessus des seuils. Donc, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Donc, il faut être droit dans ses bottes là, sur les mesures qu'on fait, la manière dont elles sont réalisées pour pouvoir avoir un discours clair. Exactement. Sinon, on tourne en rond et on expose les industriels à des situations risquées vis-à-vis de leurs propres engagements, à des endroits où il ne faudrait peut-être pas le faire. On envoie des messages aux consommateurs qui ne sont pas clairs, alors qu'on devrait leur envoyer un message clair, là où en réalité il y a une solution, c'est la transparence sur les mesures et la réalisation de ces tests, d'ailleurs à différentes phases de cycle de vie des téléphones mobiles. Merci beaucoup Stéphane Panetra pour vos éclairages et votre analyse sur ce rapport de l'ANSES. A priori, les commentaires vont être assemblés tout début juin. C'est ça, bon. C'est ça. On verra ce qu'il en ressort. Merci encore. Je rappelle que vous êtes cofondateur et PDG d'Artfy. À suivre, eh bien, c'est la découverte d'une IA qui s'invite dans les vestiaires des clubs de foot. Eh bien, à l'approche du championnat d'Europe, nous avons eu envie dans Smart Tech de parler un peu de football. Alors, pour être tout à fait exact, on va s'intéresser en particulier à une évolution technologique autour de ce sport dont vous allez nous parler, Cécilia. Oui, Delphine. Alors, première question, est-ce que vous connaissez la meilleure façon de tirer un pénalty? L'entraînement. L'entraînement. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Moi, je ne suis pas spécialement connaisseuse, en tout cas, sur ce point-là en particulier, mais sur ce terrain-là aussi, si j'ose dire, l'intelligence artificielle va pouvoir nous donner un petit coup de main. Je vous parle de ça parce que l'équipe de Liverpool, championne en titre de la Première Ligue anglaise, a noué un partenariat avec DeepMind. Vous savez, c'est la filiale d'Alphabet pour l'intelligence artificielle qui a d'ailleurs battu un des meilleurs joueurs au monde du jeu de Go, un jeu d'origine chinoise, un des jeux de stratégie les plus compliqués au monde, c'est dire les capacités de cette intelligence artificielle. Alors en fait, DeepMind, la société, a récupéré toutes les données du club de Liverpool des saisons de 2017
à 2019. Ces données, ce sont les statistiques de jeu, les vidéos de match, mais aussi des données GPS, des trackers qu'il y avait. On a pu suivre les mouvements des joueurs et aussi du ballon. 3 ans de données, évidemment impossibles à traiter pour un humain, mais qui sont une base solide d'informations pour préparer les algorithmes de DeepMind. Et alors pourquoi la division IA de Google est allée s'intéresser au ballon rond? Parce que c'est un moyen unique finalement pour la société d'entraîner ces algorithmes. Parce que c'est un environnement à la fois contraignant et contraint. Il y a une multitude d'agents, de facteurs à prendre en compte, par exemple les conditions météo, les conditions physiques des joueurs et puis les enjeux de la compétition. Est-ce qu'il faut marquer 1 ou 2 buts pour pouvoir passer en finale? Il y a beaucoup de facteurs qui vont permettre d'augmenter la complexité de traitement d'informations de DeepMind. Et puis côté club, l'intérêt n'est pas nouveau. D'ailleurs, vous aviez reçu sur ce plateau le directeur sportif de l'OM qui avait ouvert le labo IA à Marseille. Il y a un véritable intérêt dans le foot autour de l'IA parce que l'analyse algorithmique, elle va permettre d'améliorer les tactiques de jeu de façon considérable. Par exemple ? Alors, par exemple, DeepMind, elle a pu classer la façon dont les joueurs tirent un penalty, on en parlait tout à l'heure, en fonction de leur style de jeu. Alors, résultat, parce que les résultats ont été publiés il y a quelques jours dans un article, un attaquant aura davantage tendance à tirer vers le coin inférieur gauche, alors qu'un milieu de terrain pourra tirer indifféremment à gauche ou à droite. Donc, c'est ce type d'information qu'on va récupérer. Autre information, l'IA a établi une trajectoire fantôme différente en fonction des tactiques de chaque footballeur. Donc ces trajectoires alternatives, elles sont superposées à ce qui s'est vraiment passé pour qu'on voit les changements de direction, pour qu'on voit finalement la fragilité que va donner entre la stratégie et effectivement les compétences du joueur sur le terrain. Il y a beaucoup comme ça, on a pu estimer aussi dans quelle mesure une action spécifique comme une passe ou un tacle manqué allait permettre ou non d'arriver à un but. Et puis au-delà du constat, il y a le conseil bien sûr chez DeepMind. Par exemple, DeepMind conseille les trajectoires alternatives aux joueurs en fonction de la tactique de l'équipe adverse cette fois-ci. En fait, on peut tout faire avec cette intelligence artificielle, préparer des modèles. L'idée, c'est de faire des simulations pour préparer avant les matchs, la meilleure tactique possible à adopter pour l'équipe. Et alors justement, on sait si cette solution va être généralisée prochainement? On n'a pas trop d'indices là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, ce sera beaucoup moins long parce que on n'aura plus besoin de ces 3 ans qui ont été prises. 3 ans de données, 3 ans de traitement de données. Maintenant, l'IA est entraînée. Elle va pouvoir être distribuée, en tout cas utilisée plus facilement pour les clubs. Quid de l'analyse en temps réel? On sait qu'elle en est capable. On verra ce qui est possible de faire. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre d'ailleurs, c'est le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher dans Smart Tech. Et nous, on se retrouve demain pour le débrief de l'actu et la grande interview.